Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans cet autre numéro de Café Débat, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. C'est un numéro consacré à l'analyse entre confrères, journalistes. Il s'agit justement de la question brûlante. La Guinée encore sous une menace de manifestation à haut risque. Évidemment, les couleurs ont été données par le Front national de défense de la Constitution qui, à la suite d'une réunion urgente cette semaine même, a donc annoncé une vague de manifestations partout sur le territoire national pour, disent-ils, contester les velléités d'Alpha Condé d'amener précipitamment la Guinée à un référendum dont l'aboutissement serait son maintien au pouvoir. Et puis de l'autre côté, vous avez vu la réponse du berger à la bergère du ministre de l'administration du territoire, Bourema Condé, juste hier, qui a dit qu'aucun centimètre du périmètre de notre territoire ne sera donc laissé aux anarchistes, ce qui veut dire que c'est le rapport de force qui s'annonce. Faut-il risquer ou craindre des affrontements au risque, notamment le 14? C'est la question principale de cette émission, évidemment. Quelle est la forme, ou que peut-on dire de la forme même de cette annonce de manifestation? Est-ce un appel à l'insurrection, au soulèvement fait par le FNDC? Et est-ce que Bourema Condé les a tout simplement pris au mot en les répondant ainsi? Là aussi, c'est l'autre pan de la principale question. Pour en parler, je reçois deux journalistes sur ce plateau pour décrypter. Il s'agit de Lamine Mouniouma Sissé, ici à ma gauche. Il est le directeur général adjoint de Djigui FM, administrateur général adjoint de Mosaïque Guinée. Lamine Mouniouma, bienvenue sur ce plateau. Merci. Sekou Jamal Pendessa, ici à ma droite, rédacteur en chef du groupe Gangan. Pendessa, bienvenue. Merci. Merci de la disponibilité. Alors, première question, on va parler d'abord du monde syndical qui a connu une perte énorme cette semaine. Il s'agit du camarade Massaré qui a eu un long et riche parcours de syndicaliste. Qu'est-ce que vous retenez de l'homme, Massaré, qui a rendu l'âme cette semaine? Ce que je retiens de l'homme, c'est un syndicaliste. C'est quelqu'un qui a mené toute sa vie durant. C'est quelqu'un, toute sa vie durant, a été syndicalisme au propre et au figuré. Ouais. Il s'est battu pour les travailleurs, c'est ce qu'on apprend. Et moi, je ne l'ai pas bien connu dans la lutte syndicale. Et ce que je voyais, c'est bien évidemment ces grands événements, sinon ces grandes contradictions. Lors des négociations. Lors des négociations, ces grandes contradictions au cours desquelles on le voit s'exprimer. Il parlait au nom du syndicat. Il était sérieux apparemment et il n'avait pas peur. Il a traversé beaucoup de péripéties, on le sentait. On le sentait dans sa façon, dans ses prises de parole, dans ses actions. Mais malheureusement, la dernière manifestation du CNTG, à l'initiative du CNTG concernant, par rapport à l'augmentation du prix du carburant, ne lui a pas réussi. Lui et ses amis qui avaient Amadou Diallo notamment, qui avaient réussi jusque-là à mettre en déroute le pouvoir pour toutes les réclamations qu'ils ont faites, mais cette dernière, malheureusement, ils n'ont pas réussi et ça a également joué sur l'homme. Et dans cette interview d'ailleurs, j'ai lu un Massaré qui est dépassé par les événements et même par l'attitude des Guinéens. Et là où il dit d'ailleurs que le peuple qui ne va plus jamais appeler à une manifestation dans ce pays, parce que le peuple guinéen est un peuple zombie. C'est-à-dire que c'est un peuple qui est prêt à accepter tout, effacer. Et donc ça, on sent l'essoufflement de l'homme, on sent l'énervement, pas l'essoufflement, mais plutôt son agacement face à l'apathie des Guinéens. Face à l'apathie des Guinéens par rapport aux problèmes qui s'opposent et qui sont portés par le syndicat. Voilà donc Amine, malgré donc que la CNTG, centrale syndicale à laquelle appartenait le désormais feu Mamoudou Massaré, même si cette centrale n'a plus de crédibilité comme elle l'avait au temps des Rabiatou Serra, donc, qui ont donc initié le mouvement social ici, comme Lamine venait de le dire. Mais l'homme lui-même, en tant que tel, on peut dire, a bénéficié d'un capital sympathie considérable, parce qu'au vu des témoignages des uns et des autres sur son parcours, son combat, depuis qu'il est décédé, on peut bien dire qu'il s'en est bien allé, Massaré. Il
faut dire que c'est un syndicaliste d'expérience. Il a duré dans ce mouvement. Moi, je l'ai connu en tant que journaliste. Je l'appelais pour des interviews, pour lui envoyer des équipes de reportage. Mais on a tissé des liens personnels quand je me suis lancé aussi dans le mouvement syndical. Vous comprenez les différents combats qu'on a amenés. C'est ainsi qu'il a été le premier. On était amis sur Facebook, mais je ne savais pas si c'était lui, puisqu'il y a tellement d'amis. Je voyais un certain moment de mensonge. C'est quand il a commencé à m'écrire en privé, j'ai vérifié, je me suis rendu compte que c'était lui. On a échangé des numéros pour parler. Même quand il était en France pour aller se faire soigner, on échangeait à tout moment. Qu'est-ce que j'ai aimé chez lui? C'est quelqu'un qui a su faire la différence entre les prises de position de quelqu'un et ce qu'on peut avoir comme relation interpersonnelle en privé. Vous savez, dans la crise des enseignants ici, dans l'affaire Souma, beaucoup m'ont considéré même comme membre du SLEG. Je ne suis pas membre du SLEG. J'ai défendu des positions, des valeurs qui, à un moment, se sont recoupées avec celles défendues par le SLEG. C'est tout. C'est ce que beaucoup n'avaient pas compris. Donc, de facto, beaucoup pouvaient penser que j'étais aussi un adversaire de l'autre camp auquel appartenait Mamadou Mansaré, puisqu'il n'était pas d'accord avec le camp du SLEG. Vous comprenez? Si c'était quelqu'un d'autre, il pouvait mélanger les deux choses. Mais non, j'échangeais régulièrement avec lui, il m'écrivait sans hésitation, il me demandait même conseil. Vous comprenez? Non seulement lui, il m'a donné beaucoup de conseils, il m'a félicité, il m'a encouragé. Jeune, tu peux vraiment évoluer dans le monde syndical du courage. Et n'oubliez pas, il faut rappeler de passage que le syndicat de la presse privée est affilié à la CNTG. Et il a œuvré beaucoup pour ce partenariat syndical. Là, même demain, nous sommes invités au symposium et le syndicat de la presse privée aura droit à la parole pour des fins de témoignage. Donc ça, c'était juste une parenthèse. Je me rappelle dans la crise du carburant ici, il m'a envoyé un message qu'il a envoyé à beaucoup de médias, vous avez dû le constater, beaucoup l'ont lu, il y a certains sites qui l'ont publié, mais il l'a envoyé en privé. Et puis il me demande, jeune, comment tu trouves? Vous comprenez? En tout cas, voilà l'essentiel, ce que les gens retiennent de l'homme, c'est son parcours si riche en termes de lutte syndicale, de combat pour la situation des travailleurs dans leur ensemble, que ce soit du secteur public ou privé. Et comme Pénès l'a dit tout à l'heure, donc il y aura ce symposium à l'hommage et à la mémoire de Mansaré, le syndicaliste, demain, avant qu'il ne puisse rejoindre donc sa dernière demeure. Évidemment au Palais du Peuple, avant qu'il ne rejoigne sa dernière demeure au cimetière de Cameroun, une fois encore paix à l'âme de l'homme. Et puis on va rapidement aborder... Finalement, ça doit être au cimetière de Dapompa. Ah, de Dapompa, avant, oui. On avait annoncé Cameroun. Mais le dernier message qu'on nous a envoyé, on dit au cimetière de Dapompa. Et l'enterrement, ce ne sera pas juste après le symposium, ce sera vendredi. D'accord, voilà. Donc ce sont les informations de dernière minute alors en ce moment. Merci Penessa pour cette précision. On va parler finalement de ce sujet majeur, je le disais. Une menace, une nouvelle menace de manifestation, on pourrait dire à haut risque, une fois encore, au vu de la forme par laquelle ou dans laquelle les organisateurs de ces manifs l'ont annoncé. Il s'agit du Front National de Défense de la Constitution. Oui, Lamine Mouniouma Sissé, comment vous avez vu déjà cette annonce de la manifestation sur l'étendue du territoire après la série de listes des promoteurs de troisième mandat que l'FNDC avait l'habitude de sortir, après les manifestations isolées ici et là, maintenant, ils annoncent ce grand mouvement. Oui. Mais qui paraît à haut risque. Oui, justement, vous insistez là-dessus. À vous entendre parler, on a l'impression que ça vous plaît d'amplifier la discours. C'est la vérité. C'est comme ça qu'elle a été annoncée. Qui s'empare d'une certaine opinion. Vous pensez que c'est banal Non, vous avez tellement insisté sur le mot manifestation à haut risque, manifestation à haut risque. Ça n'a aucun risque. C'est à zéro risque selon vous? Non, pas à zéro risque. Les téléspectateurs vous écoutent par millions. Et donc, vous contribuez également à... Non, ça n'a absolument rien à voir. Voilà, et ça, c'est déjà une part de réussite de la manifestation appelée par l'opposition, comme si vous contribuez également à... Donc c'est zéro risque selon toi, Lamine. Non, il ne faut pas considérer cette annonce... Pas du tout. Non, mais je... Alors, quelle analyse? Alors, l'analyse...
de la déclaration. J'ai suivi la déclaration de l'opposition. Du FNDC. Du FNDC, d'accord. Des opposants du FNDC. Alors, je pense que c'est les opposants au changement de la Constitution voilà. Du FNDC. Alors, deux choses. C'est vrai que c'est une déclaration, c'est une manifestation, c'est des actions qui peuvent s'expliquer mais qui ne se justifient pas. Qui s'expliquent par quoi? Par le fait que le gouvernement oppose aux opposants, de façon générale, tout le droit pour eux de manifester. Et vous savez qu'il y a une interdiction en vigueur depuis très longtemps. Une interdiction illégale. Oui, c'est vrai qu'illégale, quoi qu'on dise, elle est illégale. Parce qu'on ne peut maintenir le pays dans une interdiction indéfinie. Ouais. Alors donc, au moment où la décision a été prise, ils ont tenté d'expliquer, de justifier leur décision, mais ça ne peut continuer indéfiniment. Donc, comme si on avait en quelque sorte mis en veilleuse cet article de la Constitution que tout le monde prétend défendre. Donc ça, c'est une chose. Alors, certainement face à l'impuissance, face à cette situation, que nous avons tous regretté, c'est vrai, mais que ceux qui ont pris la décision sont capables de justifier à travers la calmie, qui est tout aussi évidente qu'on peut constater sur le terrain. Alors, donc face à cette situation, les opposants se disent qu'il faut le contournement de cette situation de confiscation des libertés fondamentales, notamment cette liberté de manifester. Alors les opposants décident d'appeler en quelque sorte à une insurrection. C'est une insurrection, ça frise l'insurrection. Et parce que dans la déclaration, si vous lisez bien la déclaration, c'est pour demander aux populations de rester chez elles, demander aux sociétés de ne pas travailler, la paralysie des activités économiques, de l'activité sociale, et donc la paralysie totale et complète du pays. Donc c'est ce qui est demandé. Alors donc ce n'est pas une manifestation, c'est plutôt une désobéissance, et d'autres vous diront que c'est une insurrection qui est appelée par l'opposition. Alors, donc, par le FNDC, les opposants de FNDC, les opposants au changement de la Constitution. Alors, je l'ai dit, je réitère qu'on peut expliquer. On peut expliquer par le fait qu'on ait refusé à l'opposition tout le droit de manifester. Aux Guinéens, le droit de manifester. Le droit de manifester son opposition à une décision qui est prise par le pouvoir public. Alors, ça on peut expliquer par cela. Mais justifier, rien ne peut justifier une insurrection. Et surtout, parce que ce qui est annoncé là pour vous, c'est tout simplement de l'insurrection. Non, pas une demande à l'insurrection. Pas pour moi. Je ne sais pas si vous pouvez trouver un autre terme pour qualifier ce qui est annoncé. Non, pas pour moi. Je fais la lecture de ce qui a été annoncé au regard de ce qui a été dit, ce qui est contenu dans la déclaration. Donc déjà, dans la déclaration du FNDC, c'est sans doute une insurrection, une désobéissance civile. Voilà, s'il a un droit indéniable de manifester, même si ce droit-là, cette liberté reste encore interdite illégalement par le ministère de l'administration du territoire, vous dites que le FNDC est allé dans l'extrême, dans l'annonce même, dans la forme qui annonce cette manifestation. Comme pour dire que le FNDC a opté pour la loi du talion, c'est-à-dire que dent pour dent, parce qu'on nous a opposé une interdiction illégale, et nous aussi nous appliquons une démarche illégale pour contourner cette interdiction illégale. C'est-à-dire que c'est en quelque sorte ça résume l'attitude du FNDC. La décision qui est en vigueur concernant la suspension indéfinie et de façon injustifiée des manifestations, concernant la suspension des manifestations, elle est illégale. Ça, on l'a dit, on ne cessera de le dire. Mais cette déclaration, cette action qui va être menée par le FNDC le lundi 14 frise l'insurrection, la désobéissance. Celle-là aussi, sans doute, il faut avoir le courage de le dire, elle est tout aussi illégale. Maintenant, l'autre chose, pour terminer rapidement. Alors, pourquoi la manifestation? Moi, je suis bien d'accord qu'on manifeste contre le projet de changement, parce que de l'autre côté, il y a des soutiens au changement de la Constitution qui manifestent tous les jours leur soutien à ce changement de la Constitution à l'intérieur du pays, notamment dans les préfectures de la Haute-Guinée. Et ça, on le vit d'ailleurs tous les jours. Toute activité organisée dans cette partie de la Guinée est directement, comme on appelle, coloriée
de soutien au changement de la Constitution. Alors, on ne peut pas refuser, on ne peut pas admettre cela, refuser aux opposants de manifester. Ça, c'est une réalité. Ça, je suis d'accord. Mais on manifeste si le président de la République, et parce qu'on manifeste contre un projet, on a manifesté contre un projet, le président de la République, et ça je paraphrase d'ailleurs Saka qui dit qu'il a fait remarquer lors de la plénière, à l'issue de laquelle plénière la déclaration a été faite de manifester Saka Bari, le président de Guinée-Debout, l'ancien ministre des Sports, qui a fait savoir à ses collègues que la décision, c'est une mauvaise stratégie et qu'il fallait attendre que le président de la République se prononce parce qu'il promet de se prononcer sur le sujet pour justifier leur décision de sortir dans la rue, de chasser le régime en place par cette déclaration de guerre du président de la République, éventuellement si le président se prononce en faveur du changement de la Constitution. Mais à ce stade, les conclusions, les consultations à peine terminées, les conclusions ne sont pas encore envoyées à qui de droit pour que celui-ci prenne des décisions conformément à ces conclusions et puis les opposants décident de sortir. De toutes les façons, il y en a parmi eux d'ailleurs, ce n'est pas moi, c'est Siaka qui le dit, il y a d'autres personnes également parce qu'il dit qu'il n'était pas le seul parti à s'opposer à cette décision, à l'intérieur même du front, à cette décision de manifester, mais ils ont été mis en minorité. Bien. Et donc, il faut que le front fasse beaucoup attention pour ne pas que des décisions, des prises de position passionnelles soient, comme on appelle, prédominent dans leur soit stratégie, soit dommageable à leur stratégie auquel beaucoup de personnes souscrivent. Alors, le FNDC, même s'il veut exercer une liberté constitutionnelle qui est de manifester, de marcher au sujet d'une telle ou telle question ou de préoccupation, est-ce que le Front a tout de même péché par la forme qu'elle a donnée à l'annonce de sa manifestation, en disant nous allons faire une série de manifestations partout en Guinée et que les gens ferment les stations, les entreprises, que les usagers gardent leurs motos, ainsi de suite, ce qui pour certains présagerait leur prédisposition évidemment à faire de la violence et bref à demander à de l'insurrection. Est-ce qu'ils ont péché déjà par là, au-delà de parler de droit de manifester? Je ne sais pas ce que mon cher Lamine a appelé insurrection. Vous savez, lorsque vous prenez un passage de la déclaration du FNDC, je commence par rappeler que moi personnellement j'avais dit que c'était trop tôt de marcher. Le FNDC devait attendre, c'était ma position. Mais je comprends aussi leur position. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on a organisé un semblant de consultation. Vous comprenez? Le chef de l'État a dit à New York ce que tout le monde a entendu. Préparez-vous au référendum. Il n'a même pas attendu les résultats des consultations. Donc, on comprend par là que on va lui présenter un rapport. Peut-être on lui a donné les premières impressions des uns et des autres. On lui dit oui, la tendance est favorable au référendum. Tu peux annoncer là-bas. Vous comprenez? Et on sait, si on tient compte du nombre de ceux-là qui sont partis répondre à l'invitation du Premier ministre, on peut dire que oui, une bonne partie des Guinéens sont là, ça a connu de l'engouement en termes de nombre. Mais en termes de représentativité, prenez ces gens-là individuellement par la mouvance présidentielle, qui représente quoi là-bas? Vous voyez quelqu'un qui se dit leader d'opinion, il est président d'un parti politique, il n'a même pas 100 personnes derrière lui, il va venir parler au nom du peuple. Et dans le rapport, on ne tient pas compte des suffrages des uns et des autres. Par exemple, celui qui a eu combien de pourcents, s'il y a combien de pourcents, Kouyaté, Faya, ils sont dans un bloc qui est connu. Bien. Et puis, mais d'abord, c'est des têtes des personnes qui sont venues à la primature qu'on va compter. Dans le rapport, on va mettre tel nombre de personnes disent oui au référendum. Il y a le risque de tromper le président de la République. Quand j'ai fait cette analyse, j'ai dit attention, quelque part le FNDC a raison de manifester maintenant là, quand le président de la République, pour ne pas qu'il soit trompé le président, puisque le papier là va le tromper, mais quand il va voir un certain nombre de manifestants dans la rue qui se disent contre la Constitution, il va combattre. Attention, on m'a donné de faux résultats. Ça ne représente pas les Guinéens. Bien. Donc à ce niveau, je suis tout à fait d'accord que le FNDC anticipe.
Parce que si le président, on attend jusqu'à ce qu'il fasse une annonce solennelle pour dire que je vais organiser le référendum, ça c'est plus grave pour lui que de renoncer maintenant. Parce que ce sera officiel, vouloir l'amener à renoncer à cette déclaration, si vous faites cela, vous lui avez fait du mal que d'anticiper maintenant. Là. Alors supposons que le but de la manifestation ce soit cela, pour un peu permettre au président de peser le contre. C'est bien cela. Pour permettre au président de peser le contre de ce que le Premier ministre pourrait mettre dans son rapport et qui ne soit pas la vérité. Alors, mais la forme, est-ce que la forme ne trahit pas le fond de leur démarche en demandant par exemple aux gens de rester à la maison, fermer les entreprises et tout, cette forme-là, est-ce que ça ne chamboule pas tout? C'est là où je disais, les gens sont pris juste un passage de la déclaration, ils ont oublié pourquoi cela a été dit. Ils ont dit, puisque le président a dit l'autre fois au siège du RPG, soyez prêts à l'affrontement, alors quand nous allons descendre dans la rue, mieux vaut fermer, puisqu'on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend. Il a préparé les esprits des gens. Il a demandé à ses militants, je ne sais pas si tu as suivi notre journal hier, on a fait un micro-trottoir. Il y a un jeune qui a parlé, il dit qu'il est prêt à donner sa vie pour Alpha Condé, quand les gens là vont manifester, même s'il va mourir, il va contre-manifester. Vous comprenez? Le président prépare les esprits. Donc, mieux vaut donner des consignes responsables aux gens, dire attention, puisqu'il y a des risques, même si l'ami ne veut pas les reconnaître, il y a des risques. Bien. Il faut fermer vos entreprises, garer vos voitures pendant notre manifestation, puisqu'on ne sait pas s'il y aura affrontement que le président de la République a souhaité. Je pense qu'il n'y a rien d'anormal dans ça. C'est quand ils allaient surprendre les gens, ils attendent que le jour J arrive, on se jette sur les véhicules des gens, on s'attaque aux sociétés qui ont ouvert. C'est ça le problème. Mais je pense que c'est une bonne stratégie. Vous comprenez? Voilà, ce n'est pas la fin du débat, mais juste une petite pause qui s'impose. Derrière, on se retrouve pour continuer notre débat dans la deuxième partie de Café Débat. Le Club des Métis pour la prévention des conflits et le maintien de la paix, en partenariat avec la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et la collaboration de Wasselon Agency Communication, organise la première édition du tournoi de football des partis politiques. Pour promouvoir le fair play politique en vue d'instaurer un climat de non-violence dans la pratique de la politique en Guinée, 16 partis politiques se donnent rendez-vous autour du cuir rond. Quel parti politique remportera cette première édition du tournoi de football des partis politiques? Rendez-vous en septembre 2019. Institution républicaine et non gouvernementale, associez votre image à cet événement inédit. Contact 624 26 92 42 664 24 61 06. Merci donc de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat, toujours consacrée à cette menace de manifestation annoncée déjà par le FNDC. Et puis, vous avez vu la réponse tic au tac du ministre de l'administration du territoire qui, selon lui, le gouvernement ne compte laisser aucun centimètre du territoire national à ce qu'il appelle l'anarchie. Est-ce que déjà on peut dire qu'il y a de l'électricité en l'air? Il faut craindre ce fameux affrontement dont parlaient les uns et les autres. Oui, je veux dire, Lamine Mouyouma Sissé, vous avez vu l'analyse de PNDSA, je pense que de la part du FNDC, c'est une bonne démarche si ça vise à alerter le président de la République, qui a dit dans son discours du 2 octobre qu'il va tirer les conséquences du rapport que le Premier ministre lui remontrait des consultations. Oui, vous savez, il a dit beaucoup de choses qui me paraissent contradictoires les unes après les autres. PNDSA, qui m'en excuse, mais c'est mon constat, c'est ma remarque de son intervention. C'est la remarque que j'ai faite de son intervention. Alors, d'abord, les consultations, le président de la farce, on a entendu, c'est vrai, chacun, ça dépend de quand il se trouve, quand il juge bien ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé à la primature, et parce que les consultations sont terminées, c'est important de rappeler ça aux auditeurs, de préciser ça aux téléspectateurs. Alors donc, les gens sont venus, le président de la République est suffisamment mûr, il a autour de lui des conseillers pour lui dire, pour lui faire remarquer ce que lui est en train de faire remarquer aux téléspectateurs, ce qu'il est en train de dire aux téléspectateurs. Mais ce que je vais vous dire, que c'est pour répondre au président
de la République, c'est vrai, il l'a dit, on l'a écouté dans un concert, dans un meeting aux États-Unis à New York devant ses militants, où il a demandé à ses militants de se préparer de se préparer au référendum. C'est vrai, il l'a dit, mais moi j'estime que c'est une parole d'un président, c'est l'expression d'un président, c'est le discours d'un président de la République. Alpha Condé, on le connaît d'ailleurs dans cette façon de faire, pour ses façons de faire. Alors, quand il est devant ses militants, le président de la République ne s'encombre pas de ces façons, même si elles ne sont pas bonnes, elles ne sont pas républicaines. Alors, il le dit, il dit ce qu'il pense, et quand il pense, ce qu'il pense, surtout quand il se retrouve devant ses militants. Mais est-ce que cette déclaration du président de la République a eu le sceau d'une déclaration solennelle qui doit permettre à la CENI, parce que c'est l'institution qui organise les élections sur le territoire national, de permettre à la CENI de prendre en compte ce calendrier, cet autre, comment on appelle, de prendre en compte cette autre volonté du président de la République d'aller au référendum. Non, c'est une adresse solennelle du président de la République, transmise à la CENI, ordonnée à la CENI, et la CENI tient compte de cette adresse du président de la République pour organiser les élections, pour organiser le référendum. On est loin de là. Et parce que le président de la République est revenu dans un autre discours, pour dire s'il était conforme, s'il voulait rester conforme à sa déclaration, à la déclaration qu'il a faite à New York, il s'est déjà dédié le président de la République. Parce qu'il est revenu dans un autre discours pour dire qu'il attend les conclusions, et c'était lors d'une adresse solennelle à la nation, à l'occasion à la veille du 2 octobre. Le président a rappelé qu'il attend les conclusions des consultations qui ont été menées par son Premier ministre pour prendre une décision conséquemment, pour prendre une décision comment on appelle, à la hauteur, conformément aux conclusions de ces consultations. Comme pour dire que le président n'est pas figé dans sa déclaration qu'il a faite à New York. Ça n'engage que le président, et ça n'engage que ceux qui croient à cette déclaration qui a été faite par le président de la République. On peut mettre ça dans la lignée des déclarations qui sont faites pour haranguer les militants. Et comme le président de la République sait bien le faire, donc, comme il le fait bien. Alors maintenant, par rapport à la déclaration de FND, non, je dis que si ceux qui sont favorables au changement de la Constitution ont le droit, ont la possibilité de manifester leur soutien au changement de la Constitution, il faut bien, et ça c'est obligatoire, il faut bien pour l'équilibre social, pour l'équilibre de la justice, il faut bien permettre à ceux qui sont contre cette Constitution de manifester leur opposition au changement de la Constitution. Mais c'est ce qui n'est pas fait en Guinée, et ça on le regrette bien. Maintenant, à aller demander, à aller dire ce qui est contenu dans cette déclaration, et ça moi je dis que ça laisse les prémices, les signaux d'une insurrection. Et une insurrection, pourquoi? Et en ce moment, pour un acte qui n'est pas encore posé. Bon. Et parce qu'on ne peut pas justifier. La seule justification qui pourrait paraître valable, voilà, objective, plus ou moins valable, plus ou moins valable pour certains, plus ou moins soutenable pour certains, bien évidemment, ne pouvait être que si le président de la République s'était décidé à amener le pays, à demander au pays à se préparer pour un référendum dans une adresse officielle, ou dans un acte officiel qu'il aurait pris. Ça, ce n'est pas fait. Donc, c'est quand un coup d'État constitutionnel, ou quand on sent un coup d'État, qu'on peut bien évidemment appeler les gens partout où ils se trouvent, les citoyens guinéens partout où ils se trouvent, à exprimer leur opposition à ce coup d'État en devenir. Mais cela n'est pas encore le cas parce que le président ne s'est pas exprimé. Tout ça, c'est moi. Mais ce que je voudrais dire, que ce qui arrive, les déclarations, parlant de la déclaration de Brema Condé. Justement, c'est là où on vient maintenant. Le Brema Condé qui a fait aussi sa sortie hier pour répondre à la déclaration du FNDC et qui a, en quelque sorte, les a pris au mot. Parce qu'on a vu Brema Condé d'abord textuellement reprendre la déclaration du FNDC en fait, pour ressortir la forme qu'a prise cet appel-là à manifestation. Est-ce qu'il l'a sciemment fait? Oui. Pour le mettre devant... Non, Brema Condé a fait cette déclaration certainement pour rassurer ceux qui pensent que
ceux qui pensent qu'ils ne sont pas en sécurité après cette déclaration qui a été faite par le FNDC, et ça, ils ont leur raison à eux, ceux qui pensent qu'ils ne sont pas en sécurité, parce que c'est une menace à l'air que vous êtes en train de reprendre dans l'émission et dans d'autres émissions. Alors donc, d'accord, de toute que ce soit RFI, TVC, DJFM, tout le monde le reprend. Alors que vous êtes en train d'amplifier. C'est une menace. C'est une menace sérieuse. D'accord. Au vu de la forme de l'annonce. D'accord, que tout le monde reprend, mais on est dans cette émission. Permettez-moi de parler de cette émission et de son animateur. Que vous êtes en train d'amplifier dans cette émission, et ça c'est une réalité. Que toi-même tu amplifies. Donc, tu amplifies. Est-ce que tu parles de la forme? Tu parles d'insurrection. Quand tu parles de l'appel à l'insurrection, c'est plutôt lui qui est en train d'amplifier. Sinon, appeler à manifester. Monsieur Mamadou Diallo. Alors, donc, je dis, cette déclaration, oui, pour la déclaration qui a été faite, certaines personnes pourraient voir dans cette déclaration qui a été faite par Brema Condé l'expression de l'autorité de l'État. Mais là où je ne peux pas, là où je ne suis pas en phase avec certains passages de cette déclaration de Brema Condé qui met en doute tout ce qu'il a dit, qui ne crédibilise pas en quelque sorte tout ce qu'il a dit, c'est quand lui-même il fait référence au respect de la loi. Dans sa déclaration, quand il fait référence au droit de manifester, et quand il demande aux opposants de respecter la loi, la constitution, non, lui il n'est pas en train de respecter, il a oublié, et ça a été écrit d'ailleurs sur, j'ai vu cette tribune sur Mosaïque Guinée où on a rappelé à Brema Condé qu'il avait oublié à l'instant que lui il avait interdit, il avait pris une décision d'interdiction de manifestation qui est une entorse, qui est une agression qui est faite à la Constitution, à un article de la Constitution. Et donc, ils sont dans la même logique, dans la même dynamique. Ils devaient certainement expliquer le respect de la loi, leur décision par des dispositions réglementaires, même si cela paraît injustifiable pour certains. Mais je n'ai pas trouvé la déclaration de Brema Condé. À la limite, j'ai trouvé la déclaration de Brema Condé de non-sens, pour ne pas être plus vulgaire. Mais ce que je veux dire, encore une fois, cette déclaration qui a été faite par le FNDC a le mérite d'interpeller les Guinéens sur ce qui peut avoir lieu ce 14 et pas ce. Avoir lieu en termes de quoi? Ce n'est pas pour s'opposer à une décision qui est prise, à un projet. Ce n'est pas pour s'opposer à un projet, mais ça s'apparente tout simplement à un changement de régime, et c'est ça la vérité. Donc, Brema Condé a raté sa déclaration. C'est un rendez-vous à haut risque, c'est pour cela que je disais que c'est une menace à haut risque. Brema Condé a raté sa déclaration, et le FNDC dans sa déclaration aussi devait être plus ou moins, comme on appelle, plus ou légaliste, c'est peut-être ça. Donc la forme, mais devait s'abstenir d'utiliser certains termes pour davantage envenimer, pour en rajouter à cette psychose que vous êtes en train de relayer ici sur le plateau. L'annonce, je veux dire la réponse de Brema Condé, est-ce que ça annonce un lundi noir, même si on ne le souhaite pas? Avant d'aborder la déclaration de Brema Condé, permets-moi de revenir à quelques passages de l'intervention de Lamine qui a dit que j'ai fait des contradictions dans ce que je disais. C'est plutôt c'est lui qui est en train de se contredire. Il dit qu'on ne doit pas manifester contre l'annonce du président de la République, elle n'est pas officielle à New York. Au même moment, il dit... Non, je n'ai pas dit qu'on ne doit pas manifester. On n'a pas appelé à une insurrection à cause d'une annonce qui est non officielle du président. Vous dites non officielle. Vous dites que il n'est pas figé sur sa position. Ce qu'il a dit à New York, par la suite, il a fait une déclaration officielle là où il dit attend les conclusions des consultations pilotées par le Premier ministre. Voilà, exactement. Mais au même moment, il disait, vous savez, le président, quand il est devant les militants, c'est sa nature, il dit ce qu'il pense. Et c'est ça la vérité. Ce qu'il a dit à New York, c'est ce qu'il pense. Parce qu'on lui a remonté des faux résultats dans un premier temps. Il dit oui, je peux aller au référendum. C'est ce qu'il pense. Ce qui est écrit là, l'officiel, c'était un écrit. Là, c'est maquillé. Il n'y a pas de sincérité dedans. Je voudrais juste rappeler à... On a juste peur pour tromper. Je vais juste vous rappeler ceci. Rapidement. Est-ce que vous vous souvenez
combien de fois le président de la République, avant les élections de 2013, les élections législatives de 2013, combien de fois le président de la République a annoncé les élections à son siège, au siège du RPG Arc-en-Ciel, et que les dates qu'il a annoncées n'ont pas été tenues? Deux choses ont fait que ces dates n'ont pas... Non, deux choses. À son siège, le président a plusieurs fois annoncé la tenue des élections législatives, et il a même menacé l'opposition d'aller à ces élections-là sans l'opposition, si l'opposition ne refuse de s'associer deux choses. On n'a que 2 minutes 30 secondes. Ça n'a jamais été. Deux choses faisaient très souvent. Non, il bouffe mon temps. Deux choses faisaient très souvent que ces annonces du siège du RPG n'étaient pas respectées en termes de dates annoncées. Soit l'opposition manifestait, donc il avait une certaine pression, il était obligé de céder, ou bien la CENI était incompétente de respecter la date que le président donnait. Alors, maintenant, pour revenir à la déclaration de Bourema Condé, j'ai suivi aussi cette déclaration. Je pense qu'il a oublié beaucoup de choses. Lamine, merci de le rappeler. J'aime souvent sa sincérité. Des fois, quand malgré... on n'a pas défendu la même position. Il a rappelé que Bourema Condé lui-même a violé la loi en interdisant systématiquement les manifestations. Au même moment, il évoque le respect de la loi pour sévir. Ça, c'est un fait. Donc c'est une contradiction. C'est une contradiction. Autre chose, c'est que les gens doivent comprendre. Même en droit international humanitaire, c'est ce droit-là qui réglemente la guerre armée. Pas guerre pacifique, la guerre armée. Vous savez, elle est réglementée. Il est interdit que les protagonistes utilisent des moyens disproportionnels de guerre. L'autre ne peut pas utiliser des chars de combat contre moi, donc un pays, et puis au moins on me demande de prendre des fusils de sache pour le combattre. Donc il y a déséquilibre. Il faut que vous soyez au même niveau, vous ayez le même poids, les mêmes moyens de combat. Donc si le gouvernement a violé la loi, pour faire passer son projet de constitution en interdisant systématiquement les manifestations dans le pays. C'est ce qu'il veut. C'est dans l'intention de faire passer ces prises de position. J'ai dit pour vouloir passer. J'ai dit pour faire passer ce qu'il veut. Non, vouloir faire passer. Alors, je reviens à ce que tu veux dire. Si le gouvernement a violé la loi pour vouloir faire passer son projet de constitution, l'opposition a tout à fait raison aussi de violer la loi pour défendre sa position. Bien. Donc, on ne peut pas me demander à ce que je respecte la loi et puis moi, mon adversaire est en train de violer la loi. Donc, il y a moins disproportionné de moins de guerre. Alors, pour terminer, et c'est un échec en termes de combat. Et là où j'ai parlé tout à l'heure de rapport de force, c'est que justement, vous avez vu la forme dans laquelle le FNDC a annoncé cette série de manifestations. Et vous avez vu l'engagement avec lequel Bourema Condé aussi a exprimé la volonté de l'État de ne laisser aucun périmètre du territoire à ce qu'ils appellent des anarchistes. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des risques. En ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour terminer en 30 secondes? Non, ce qu'il faut faire... d'un camp ou de l'autre. Oui, ce qu'il faut faire peut-être c'est du côté du FNDC, mais qui ne va pas renoncer à son principe de s'opposer par tous les moyens au changement de la Constitution, même si cela n'est pas pour le moment, même si cela n'est pas encore pour le moment réel. Bien. Donc, je ne sais pas, mais tout est parti, on verra sur le terrain. Qu'est-ce qu'il doit faire? Non, ce qu'il doit faire, non, l'État doit... Donc, qui doit faire quoi? Est-ce qu'il faut que quelqu'un sorte quelque part pour... L'État va décider de marquer sa présence sur le terrain pour dissuader ceux qui veulent... ceux qui veulent... sortir. Non, ceux qui veulent, voilà, ceux qui veulent sortir, ceux qui veulent mener ceux qu'ils ont appelés, ceux que l'État lui-même a appelé insurrection. Et l'opposition aussi, c'est un rendez-vous à ne pas rater pour l'opposition, d'après cette opposition, parce que c'est la seule fois, c'est la première fois que l'opposition voudrait s'opposer dans la rue à ce projet de changement de la Constitution. Donc à l'opposition de réussir sa première sortie. Et donc on verra ce qui va se passer le lundi. En tout cas, chacun reste campé sur sa position et personne ne doit bouger, personne ne veut bouger de sa position. Et donc on verra, c'est le rapport de force qui va compter le lundi. Et voilà, donc celui qui pourra remporter cette bataille sur le terrain, ce rapport de force, sera sans doute le gagnant. Mais on ne veut pas de rapport de force, on ne veut pas ça, et on voudrait que d'ici là, que chacun,
les uns ou les autres, les uns et les autres soient dominés par la sagesse pour éviter à notre pays ce risque-là. Et justement, en parlant de ça, est-ce que ça pourrait être un lundi noir si rien n'est fait pour ne pas arriver là, ça, au vu des déclarations? Bien entendu, il y a des risques. Moi, je suis confondu à la population, donc je connais les réalités du terrain, du quartier. C'est-à-dire, il y a déjà la frustration qui est là. C'est-à-dire, à part même cette affaire de constitution, les Guinéens sont frustrés aujourd'hui. Donc, il ne faut jamais donner de l'occasion à n'importe quelle entité de profiter de cette frustration. Bien. Il y en a qui n'attendent qu'une occasion se présente. Donc, je pense que le chef de l'État a toute la possibilité de maîtriser la situation d'ici lundi. En faisant quoi? Moi, je lui demande de se référer au rapport qu'on va lui donner, de ne pas rejeter. On va lui dire il y a tel nombre de tels et il dit il n'y a pas de problème. Il n'a qu'à calculer les suffrages obtenus par le RPG Arc-en-Ciel lors des dernières élections communales ou communautaires. Vous comprenez? Rapidement, oui. Il a ce suffrage. Il calcule maintenant UFDG, UFR, PDN, Bloc libéral. Ils ont eu combien? Alors, ils combinent, puisque eux tous ils sont dans un cas. La CENI a toutes ces données-là, donc il demande à la CENI de les de remonter ça. Bien. Donc il n'a qu'à peser, il aura une idée sur l'exactitude des positions des uns et des autres. Il prend la bonne décision. Moi, à ce niveau, je pense, je ne suis pas mathématicien, mais à mon avis, quand vous associez tous les suffrages des leaders qui font partie du FNDC aujourd'hui, ça va surplomber le suffrage du RPG lors des dernières élections communautaires. Donc, par conséquent, c'est de renoncer à ce projet. Ça ne va pas lui coûter quelque chose. Voilà. Et puis, on va se permettre quelques secondes de plus rapidement. Cela me vient à l'esprit. Cette conférence de Niamey chez Mamadou Issoufou sur la question du constitutionnalisme, d'alternance démocratique sur le continent, de limitation du mandat. On a comme l'impression que c'est un signal que les anciens présidents et l'actuel président du Niamey, prédisposés à quitter le pouvoir après 2 mandats, envoyaient indirectement, implicitement à Alpha Condé. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Oui, il n'y a pas qu'Alpha Condé, tous qui sont dans la prédisposition de se maintenir au pouvoir au-delà des 2 mandats qui leur sont donnés par leur constitution respective. Moi, je suis d'accord, c'est une très bonne chose. L'alternance est une bonne chose, c'est la garantie de la sérénité, de la stabilité dans un pays, et surtout les nôtres, les pays africains. Donc, ils sont dans leur rôle. Il faut informer, sensibiliser. Il faut sensibiliser le président à ne pas s'accrocher au pouvoir, et bien évidemment, sensibiliser ceux qui prétendent gérer, ceux qui prétendent assurer la succession, de ne pas aller dans une chasse aux sorcières. Vous savez, généralement, c'est ceux qui empêchent certains présidents à se maintenir au pouvoir. On se souvient, le président Alpha Condé l'avait annoncé lors d'un colloque international qu'il a organisé à l'occasion. C'était en 2003, avant même que le général Lansana Conté n'organise son référendum pour se maintenir éternellement au pouvoir. On a interdit ce rendez-vous à Conakry notamment. Voilà, par la grâce à certains qui sont en train encore autour de lui aujourd'hui, qui sont en train de se battre contre le changement de la constitution. Ah bon? Oui, et donc il avait demandé l'amnistie totale pour les anciens présidents. Pour les anciens présidents, une façon pour eux de les encourager à quitter le pouvoir. Encore une fois, on est encore loin de là. Est-ce que le président Alpha Condé devrait... Non, on est loin de là. On parle de changement de la Constitution, mais moi je souhaiterais que ce changement de la Constitution ne débouche pas au maintien au pouvoir du président Alpha Condé. Et parce que ça risque de compromettre l'alternance, mais aussi et surtout la démocratie que lui, il a participé à construire dans notre pays depuis plus de 40 ans. 40 ans, bien. Oui, Pénessa, la rencontre de Niamey, est-ce qu'Alpha Condé doit s'en abreuver? Ou s'y abreuver, c'est-à-dire, je pense que ça fait partie des pistes de réflexion pour lui. Il s'est battu, nous on a admiré son combat, il fait partie de ceux-là qui nous ont inspirés dans tout ce qu'on fait comme la défense des valeurs. Vous comprenez? Donc personne ne souhaite, en tout cas moi personnellement, je ne souhaite en aucun moment qu'il soit humilié au terme de son mandat. Mais je pense que les gens, il y a des choses qu'on dit, tu vois, il faut revoir la constitution pour garantir
une certaine immunité au président, c'est pourquoi il va quitter le pouvoir. Pour le moment, on n'en a pas besoin. Alpha n'a pas encore violé cette constitution, en tout cas en termes de limitation du nombre de mandats. Il est dans le temps. Tout ce qu'on peut lui demander, il n'y a pas autre garantie que de lui demander en 2020, organiser des élections, ne vous présentez pas. La rencontre de Niamey. Et nous serons là encore pour attendre qui pourrait organiser chasse aux sorcières contre n'importe qui. Vous comprenez? Puisque pour revenir à la question, est-ce que cette rencontre de Niamey devrait être un message, un signal pour lui? Mais bien entendu, bien. C'est son petit qui est le président nigérien. Bien. Il a toujours parlé de lui. Ils ont animé ensemble la FEANF dont il était président, le mouvement des étudiants noirs en France. Bien. Donc il a dit qu'ils ont toujours eu une même idéologie concernant le continent africain. Je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui l'autre adopte une position, même pour lui ce n'est pas encore officiel, mais qu'on commence à l'amener sur une autre piste. Donc, je pense que c'est suffisamment, c'est-à-dire, et ce qui est important dans la démarche des chefs d'État africains, on a l'habitude de dire c'est l'Occident qui manipule tout, qui décide à la place de l'Union européenne africaine, etc. Mais ça vient des Africains. Je pense qu'Alpha Condé ne doit pas avoir le complexe de suivre ce conseil. Bien. Mais s'il attend jusqu'à ce que l'Occident hausse le ton, c'est plus humiliant. Mais ça, c'est entre Africains, entre voisins. Notamment, je pense que c'est salutaire qu'il accepte de se plier à ce conseil. Notamment des anciens chefs d'État africains. Oui. On aura l'occasion de revenir sur ce sujet amplement et en détail prochainement. Merci en tout cas à nos invités du jour. Merci Lamine d'être venu. Merci beaucoup. Merci Penessa. Merci. À vous, merci de votre attention et à demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.